Red Clamp, South Fox, H-Town, Master, Top Gun, BXP, Sweat. His first punt today. And it's a big one. Wow, look at this. Le NFL Combine est dans 7 jours, l'agence libre dans 24 et la draft dans 67 jours. Si vous pensiez que le foot américain s'arrêtait avec le Super Bowl, détrompez-vous. Alors cette période entre le Super Bowl et la draft, on la surnomme la phase d'espoir. C'est là où le personnel en coulisses dans les bureaux, il s'agite et ils construisent les fondations pour la nouvelle saison. Salut à tous et bienvenue chez le Punter. Alors on est de retour dans notre studio officiel et pour cet épisode, sur le terrain c'est fini, la saison est terminée. Ce n'est pas la fin officielle de la saison puisque techniquement ça sera à la fin du mois, ce sera le 1er mars, sera le début officiel de la saison 2026. Peu importe parce que pour nous c'est l'heure de faire les bilans pour les 32 franchises de la ligue. J'ai publié 2 articles ce week-end en fait, sur la conférence américaine et la conférence nationale. Après, on va pas parler des 32 équipes, mais on va se pencher sur les principales surprises, révélations et autres. Commençons avec la mention très bien de la saison. Alors forcément, on aurait pu parler par exemple de Denver, puisque dans la conférence américaine, ça a été la meilleure équipe de la conférence, même s'ils ont perdu en finale contre les Patriots. Sur l'ensemble global de la saison, ça a été la meilleure équipe par rapport à leur calendrier, au fait qu'ils ont réussi à détrôner les Kansas City Chiefs. Et oui, ils perdaient contre les Patriots, mais ils rataient le Super Bowl vraiment d'un cheveu. C'était les Broncos, c'était une attaque un peu pas terrible des fois, mais par contre la défense, ça a été la deuxième meilleure. Écoutez cette stat, 68 sacs, c'est énormissime. C'est énormissime. Et comme on a dit, ils échouaient de peu pour accéder au Super Bowl. C'est vrai que l'absence de Bo Nix, qui faisait une bonne saison, ça a été terrible pour eux, c'était la fin de leurs espoirs en fait. Bref, une très bonne saison quand même pour les Broncos. Mais la mention très bien revient forcément à Seattle, la meilleure équipe de la NFL cette année puisqu'ils sont champions du Super Bowl. Et on peut pas dire qu'ils faisaient partie des favoris en début de saison, c'est un peu, pas une grande surprise, mais on va dire quand même ils ont déjoué tous les pronostics. Je sais même pas s'ils faisaient partie du top 5 ou top 10 des favoris en début de saison. Surtout que il y a eu pas mal de changements à l'intersaison. Alors c'était la deuxième saison de Mike Macdonald, mais lui et le manager général John Schneider, ils ont décidé de changer. Donc ils ont laissé partir Geno Smith, DK Metcalf. En même temps, ils ont récupéré des choix de draft. Et ils ont recruté, on va dire, des jeunes, des mecs affamés, des revanchards. Sam Darnold, Rashid Shaheed. C'est des mecs qui avaient faim, qui voulaient se revendiquer. Et puis on a vu que l'association entre Sam Darnold et le coordinateur offensif, Clint Kubiak, ça a été une énorme réussite. Darnold, il a réalisé une très belle saison. C'était pas excellent, il y aura toujours des critiques, mais dans l'ensemble, il a réalisé une très belle saison sur la lancée de ce qu'il a fait en 2024 à Minnesota. Sauf que là, autour de lui, il avait une très bonne équipe, un très bon jeu au sol, ce qu'il n'avait pas chez les Vikings, et puis une défense XXL, vraiment. Là, et ils l'ont montré durant toute la saison. Ils ont perdu seulement 3 matchs depuis le mois de septembre et encore leurs 3 défaites c'était par moins de 4 points, c'est énormissime. Et en finale, on a bien vu dans le Super Bowl, on a bien vu la défense quoi. Ils ont complètement fait exploser la ligne offensive des Patriots et ils ont fait vivre un enfer à Drake May. Donc voilà, mention très bien pour Seattle.
La deuxième catégorie, ce sont les équipes en progrès. Alors là, on en a plusieurs. On pourrait parler de Jacksonville, New England, Chicago. On va commencer avec Jacksonville, puisque c'était la première année de leur nouvel entraîneur, Liam Cohen, et qui a réveillé cette franchise. Une franchise qui était endormie à l'image de leur quarterback, Trevor Lawrence. Et avec seulement quelques changements de l'effectif, il a réussi à construire une équipe solide, performante dans tous les secteurs. Je crois qu'ils ont fini top 5 en attaque comme en défense. Ils ont gagné 13 matchs. Ils ont fini avec 8 victoires consécutives. Bref, une excellente première saison pour Cohen. Bon, après, ils perdent en play-off au premier tour face à Buffalo. Alors, forcément, il y avait un petit goût amer parce que sur ce match, tu sentais qu'ils auraient pu gagner. Mais quand même, ils ont un effectif assez jeune dans l'ensemble. Il y a Travis Hunter qui va revenir après sa blessure au genou. Je pense que ça serait une équipe à surveiller l'année prochaine encore. New England, forcément, il faut qu'on en parle. Une progression qui est exceptionnelle. 4 victoires seulement en 2024. Un an plus tard, ils sont au Super Bowl. C'est juste une progression énorme et la réussite, elle vient de leur entraîneur, Mike Vrabel, qui est arrivé en janvier dernier. Hein. Il a apporté son staff, il y a eu beaucoup de chamboulements dans l'effectif, un groupe qui était quand même très jeune dans l'ensemble, et ils finissent la saison régulière avec 10 victoires de plus que l'année précédente. En plus, c'était une année qui était censée être de reconstruction cette année. Mais ça a été une superbe épopée et qui perdait, en fait, il ratait la dernière marche, quoi. Mais voilà, Vrabel, il a vraiment imposé sa patte sur cette équipe. Drake May, on va dire qu'il a quand même explosé cette année. Alors oui, c'est vrai que le calendrier était quand même assez clément. C'est vrai que May, il a eu beaucoup plus de mal dans les playoffs, mais quand même, il y a eu quelques moments, quelques actions qui montrent que ce mec, il a un talent énorme. Et c'est pas une surprise s'il a fini deuxième du classement MVP, hein, juste derrière Stafford. Pour lui, c'est juste une question de temps avant de gagner ce prix et des titres, et d'autres titres. Après, c'est vrai que à l'image de Vrabel, quand même, ils avaient renforcé la défense. Vrabel, il faut dire que c'est un défenseur à son époque. Je crois qu'il était linebacker, si je me souviens bien. Ils ont recruté pas mal de vétérans, comme Carlton Davis, Milton Williams. Et ils ont construit aussi autour des jeunes comme Christian Gonzalez. Ça a été une très bonne saison dans ce secteur-là. L'attaque, comme on a dit, ils ont un peu plus de mal. Beaucoup de jeunes, les rookies, Trevor Anderson, et surtout la ligne offensive. Les deux, là, Wilson et Campbell, les deux, ils ont vraiment eu du mal pendant les playoffs. Mais bon, voilà, la bonne nouvelle, c'est que il y a la draft, il y a la free agency qui arrive, dont les Patriots vont continuer, je pense, à s'améliorer. La dernière, on va dire, équipe qui a fait beaucoup de progrès, forcément, c'est les Chicago Bears. Première saison, là aussi, nouvel entraîneur, Ben Johnson. Et pourtant, les Bears, c'était une des équipes les plus agréables à suivre, à l'image de leur entraîneur, qui est un génie de l'attaque. Il est obsédé par tout ce qui est attaque, quoi. Et on l'a bien vu sur le terrain. Hein. Les Bears, c'était vraiment des matchs super divertissants. Alors, il y a eu beaucoup de comebacks, des victoires tirées par les cheveux, des miracles du quarterback Caleb Williams. Mais justement, Caleb Williams, c'est pour ça que l'arrivée de Ben Johnson elle est si importante. Williams, il s'est transformé d'une année à l'autre. C'est devenu un joueur beaucoup plus complet, avec beaucoup plus de confiance, un sang-froid insoupçonné. Tous ses combats, c'est grâce à lui. Même face aux Rams, cette passe, alors que c'est le 4e down, il y a plus de 10 yards à parcourir, il est chassé par les pass rushers des Rams, et pourtant il réussit une passe exceptionnelle qui tombe dans les bras de son tight end. Bref, une excellente saison de Williams. Johnson, bon, on a dit c'est un entraîneur offensif, mais il adore le jeu au sol et il a réussi à installer un très bon jeu au sol avec DJ Moore, le rookie Kyle Monangai, je crois que c'est un mec qui a été drafté au 7e tour. Et forcément, part de cette réussite, ça revient à la ligne offensive. Cette ligne offensive intérieure avec Joe Thuney, Jude Dolman et Jonah Jackson, c'est ce qui se fait de mieux peut-être dans la ligue. De l'autre côté, Dennis Allen, il a fait du bon travail avec ce qu'il avait à sa disposition, mais il va falloir renforcer surtout le pass rush pour l'année prochaine, où là, le calendrier sera un peu plus difficile et les Bears seront attendus. Une
Une autre catégorie, une catégorie spéciale pour cette franchise, c'est médiocre comme d'habitude, les New York Jets, sans surprise, qui sont nuls. Voilà, tout simplement, je suis désolé pour leurs fans, mais une année de plus, les Jets, vous êtes horribles. Horrible à regarder, une nouvelle saison négative pour le gang green. Le nouvel entraîneur n'a rien changé. C'était censé être le renouveau pour cette franchise. Aaron Glenn, il y a eu un nouveau manager général, 2 nouveaux coordinateurs. Il a changé tout le staff. Et pourtant, il continue de perdre. Glenn, il a gagné 3 matchs cette année pour sa première année à la tête des Jets. Voilà. Et surtout, ce qui la fout mal, c'est que Aaron Glenn, c'est un entraîneur défensif. Il était coordinateur défensif avant à Détroit. Et là, les Jets, cette année, ils ont battu un nouveau record, puisque c'est la première équipe de l'histoire de la NFL à n'avoir aucune interception dans une saison. Voilà, ça en dit beaucoup sur le niveau de cette équipe. Après, de l'autre côté, en attaque, qu'est-ce qu'on peut dire? Justin Fields, il a surpris personne, il a été nul, c'est tout. Prestation terrible, et il a fini sur le banc, il est passé à Tyrod Taylor, et ensuite au rookie Brandon Cook, je crois. Bon bref, c'est terrible. C'est terrible, mais quand même, Glenn, il a réussi à sauver son poste. Donc, pourquoi, comment, on ne sait pas. Mais pour se sauver, je pense qu'il a dû promettre des changements. Et il a à nouveau tout chamboulé. Il a viré 8 adjoints. Donc voilà. Or certes, il y a eu des changements. En cours de saison, ils ont tradé Quinnen Williams, Sauce Gardner. Ils ont récupéré plein de choix de draft. Et les 2-3 prochaines drafts, s'ils bossent bien, je pense qu'ils peuvent construire une superbe équipe. Après, c'est par l'essence du poste, il faut vraiment qu'ils trouvent un bon quarterback. Comme on l'a répété 10 000 fois, vous le savez, si vous suivez ce sport, le quarterback, c'est vraiment le poste le plus important. Et là, ils sont obligés de trouver, d'attirer un très bon joueur. À mon avis, je pense, il faut que ça soit lors de la free agency, l'agence libre, parce que la draft, derrière Mendoza, c'est un peu... C'est pas terrible cette cuvée, donc il faut qu'à la free agency il chope un Malik Willis ou Callum Murray, je sais pas, mais il faut qu'il trouve un joueur qui améliore ce qu'il y a, et à mon avis ça sera pas trop difficile parce que Fields a mis la barre très bas. Une autre catégorie, c'est les équipes qui retombent dans les mauvaises habitudes. Et on va parler de Washington de la NFC parce que ils sont passés à 1 an de la finale de conférence à la 26e place de la NFL 1 an plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé en 365 jours? C'est que Jayden Daniels, il a eu beaucoup de pépins physiques. Il a eu 4 blessures cette année. Et ça, forcément, ça fait beaucoup du mal à l'équipe parce que ce poste est tellement important que quand vous perdez votre titulaire, mentalement, c'est difficile pour le reste de l'équipe. C'est très difficile, surtout s'il y a une spirale de défaites qui s'en mêle, ça devient une mission impossible. Daniels, il a joué que 7 matchs. Quand il jouait, en plus, souvent, il était pas à 100%. Donc voilà, les sensations laissées étaient pas très bonnes. La défense, c'était terrible. Pire, dans le top 6, je crois, des pires défenses. C'était tellement mauvais que Dan Quinn, en milieu de saison, il récupérait en fait la responsabilité d'appeler les jeux en défense. Et même, il y a eu une légère amélioration, mais c'était pas assez, quoi. Et là, l'intersaison, forcément, changement. Les 2 coordinateurs, Cliff Kingsbury en attaque et Joe Witt Jr. en défense, ils dégagent et ils sont remplacés par David Blow, qui obtient une promotion interne. Apparemment, c'est un assistant qui était voulu par beaucoup de franchises. Et en fait, pour réussir à le conserver, ils l'ont promu. Voilà. Et Davante Jones qui arrive pour la défense. Mais bon, la clé du succès pour les Commanders, il faut que Jayden Daniels il reste en forme, en fait, qu'il évite les blessures. Une année à oublier, il y a 2 équipes là où on pourrait parler des Detroit Lions parce que aussi ces dernières années c'était une des meilleures équipes, un des aspirants au Super Bowl, et cette année ils finissent dernier de leur conférence. Alors certes, il y a 9 victoires à la fin, bilan positif on va dire en termes de si on équilibre victoire-défense, mais quand même une saison très très
on va dire, médiocre pour une équipe qui avait des standards et des attentes beaucoup plus hautes. Mais celle qui a vraiment eu une équipe, une saison très 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 compliquée, ce sont les Chiefs. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est une année sans pour les Chiefs ou est-ce que c'est le début de la fin? Parce que regardez l'effectif est très vieillissant. La marge salariale, elle est, c'est terrible. Ils ont 50 millions de déficit. Ça veut dire qu'à la free agency, ils vont recruter personne, je pense. Je pense que même s'ils arrivent à restructurer des contrats, ça me semble très très compliqué. Il y a des cadres trentenaires comme Travis Kelce, Chris Jones. Eux, voilà, leurs meilleurs jours, ils sont loin derrière eux, quoi. Et Mahomes, il s'est blessé au genou. Est-ce qu'il sera là pour la première semaine en septembre? Pas sûr. Une autre stat qui montrait les difficultés des Chiefs cette saison, c'est que en 2024, ils gagnaient tous leurs matchs. Les matchs où ils finissaient avec moins de 7 points de différence, ils les gagnaient tous. Là, cette année, ils perdaient 8. Ils perdaient 8 matchs par moins de 7 points d'écart. Ça veut dire que dans les matchs serrés, ils ont perdu un peu leur capacité à gagner ces matchs, quoi. Et bon, on verra ce qui se passe à la rentrée prochaine, mais ça pourrait être une saison, une nouvelle fois, compliquée pour les Chiefs. Mais avec les Kansas City Chiefs et Andy Reid, on ne sait jamais. Passons à notre dernière catégorie, c'est la catégorie bonnet d'âne. Et là, on a deux équipes, une dans chaque conférence. On pourrait parler de Arizona, qui est une nouvelle fois terrible, quoi. Quatrième place, c'est-à-dire dernière place de leur division pour la troisième fois en 4 ans. Kyler Murray, il est mis sur le banc après 5 matchs seulement. Et cette décision, c'était la fin des haricots en fait pour l'entraîneur Jonathan Gannon, parce qu'après c'est une victoire en 12 matchs. Bref, Gannon il se savait déjà condamné. Et c'est dommage parce qu'ils avaient vraiment des bons joueurs, et Michael Wilson, Trey McBride, James Conner, mais lui s'est blessé. Marvin Harrison Jr., lui c'est la déception de la saison, hein. Et on verra ce qui se passe l'année prochaine avec un nouvel entraîneur, qui est Matt LaFleur d'ailleurs, qui arrive des Rams. Gannon donc viré, lui il est resté que 3 ans, mais il a eu 3 saisons négatives en fait, hein. Pas une seule saison avec plus de victoires que de défaites, donc forcément c'était impossible pour lui de conserver son poste, quoi. Et je pense que il a pâti, sa mauvaise relation avec Kyler Murray n'a pas aidé, quoi. Mais le plus gros bonnet d'âne, ce sont les Las Vegas Raiders, forcément, hein, parce que c'est la pire équipe. Ils vont récupérer le premier choix de draft et aussi le calendrier le plus facile la saison prochaine. Pete Carroll pour sa première année, ça a été un fiasco total, et au bout d'une saison, John Spytek et surtout Tom Brady, parce que Tom Brady il a une influence de plus en plus grande dans cette franchise, ils ont décidé de mettre Pete Carroll à la porte en fait. Il y avait déjà eu des changements en cours de saison. Chip Kelly, qui lui avait été arraché à Ohio State, champion national à l'intersaison dernière, c'était l'assistant le mieux payé de la ligue, et au bout de 8 mois, il prend la porte, il est viré. Donc voilà, nouvel entraîneur qui arrive, Clint Kubiak, qui va avoir du pain sur la planche, parce que déjà il va falloir, ils vont prendre Fernando Mendoza, je pense, à la draft. Je pense pas qu'ils vont trader leur premier choix de draft, ça serait stupide. Que va-t-il se passer avec Max Crosby? On parle qu'il ne veut plus jouer, apparemment pour les Raiders, il veut être échangé. On verra bien, mais en tout cas, c'est un effectif qui a beaucoup de manques. Je suis pas au courant, j'ai pas vu leur marge salariale, je sais pas s'ils auront une marge de manœuvre à l'agence libre. On verra bien, mais en tout cas, 2026... Je pense pas qu'il fasse pire qu'en 2025, mais ça s'annonce comme une saison de reconstruction. Et finissons avec un peu de college football.
Pas de grosses nouvelles cette semaine, sauf que Trinidad Chambliss, lui, il s'est vu donner le droit par un juge en fait, par un tribunal, de rester une année supplémentaire en college football, ce qui est une très bonne nouvelle pour lui, pour Ole Miss et pour le football américain universitaire. Pour la NFL un peu moins, puisque je pense que ça aurait été un joueur qui aurait pu être choisi dans les premiers tours, peut-être pas, mais deuxième tour, troisième tour au plus tard. Pour moi, c'était le deuxième meilleur quarterback de cette QV derrière Fernando Mendoza, mais bon, il reste en college football et c'est tant mieux pour les fans de cette compétition. Alors la nouvelle de la semaine, c'était North Dakota State, les Bisons qui sont promus, entre guillemets, en division NCAA, en première division NCAA. Alors, c'est un ogre de la FCS, North Dakota State. La FCS, si vous ne connaissez pas, c'est un peu un équivalent d'une deuxième division du football universitaire. Ils ont gagné 10 titres de champions nationaux depuis 2011 et ils ont décidé de faire le grand saut en première division et ils vont rejoindre la conférence Mountain West, qui n'est pas une des plus grandes conférences, c'est une conférence modeste, mais quand même c'est, on va dire, un saut qui est très intéressant. Alors apparemment ça fait des années qu'ils tâtent le terrain, qu'ils préparent le terrain. Il y a eu beaucoup d'autres équipes qui ont fait le saut avant eux, James Madison, Sam Houston, Jacksonville State, Kansas State, Missouri State par exemple. Et ils ont attendu North Dakota State. Pourquoi, je ne sais pas. Ils n'ont pas donné de raison, mais en tout cas, North Dakota State, contrairement à ces équipes-là que je viens de mentionner, eux, c'est un monstre. Regardez, on les surnomme le Alabama de la FCS. Ils ont gagné énormément de titres, ils ont des très bonnes installations. Et surtout, ils ont eu des joueurs draftés. Carson Wentz, Trey Lance et un des champions du Super Bowl cette année, Gray Zabel, le offensive lineman. Donc voilà, c'est une affiliation qui va prendre effet là, dès cet automne en fait. Après, c'est pas gratuit, ils ont dû payer, rendez-vous compte, ils ont dû payer 12 millions je crois à la conférence Mountain West et 5 millions à la NCAA pour que ce changement s'opère. Et aussi, il y a un autre problème, c'est qu'ils vont pas pouvoir recevoir de droits télé, l'argent des droits télé avant 2032, ni même jouer une finale de conférence ou participer à un bowl game ou au playoff avant 2028. Sauf que sur ce point-là, ils sont en négociation avec la NCAA parce que eux, ils s'estiment lésés dans cette histoire et ils se considèrent aussi capables de gagner leur conférence et d'accéder au playoff un peu à la manière de James Madison cette année. Donc on verra ce qui se passe là. Mais pour les Bisons, pour cette université, c'est une opportunité de grandir, d'améliorer leur affluence parce que le public ces dernières saisons, il s'ennuie un peu. Il y a des informations, des news qui disaient, en fait, des médias qui racontaient que beaucoup de fans, à la mi-temps, ils partaient boire des coups au café, au bar, parce qu'en fait, le match était déjà gagné à la mi-temps, donc bon. Mais quand même, pour eux, c'est l'opportunité, je pense, d'attirer beaucoup plus d'étudiants, des meilleurs joueurs, d'obtenir plus de fans, plus d'argent des donateurs, des sponsors, gagner en popularité et faire gagner un programme qui est déjà très bien connu dans le nord du pays. Il faut savoir qu'ils ont une fanbase très importante. Et que dans l'état de Dakota, il n'y a pas de franchise, il n'y a pas de franchise, il n'y a pas d'équipe NFL. Donc en fait, les fans, ils sont partagés entre North Dakota State et South Dakota State, les Jackrabbits. Le seul point noir de cette histoire, en fait, c'est pour la FCS, parce qu'ils perdent leur principal atout, leur grande équipe. Et surtout ils perdent l'opportunité d'avoir des derbies entre les Bisons et les Jackrabbits, North Dakota State et South Dakota State, mais aussi contre Montana State, Montana. Et on verra ce qui se passe dans les années à venir, mais ces équipes-là aussi, voilà, ils pourraient avoir envie de faire le grand saut et de monter en première division. Donc là aussi, affaire à suivre.